Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va commencer une série sur la programmation orientée objet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lior Chamla, développeur et formateur, et ce qu'on va voir dans cette série donc c'est les bases de la programmation orientée objet. Si vous êtes un développeur confirmé, ça va pas vous intéresser des masses. Par contre, si vous êtes débutant ou même étudiant, restez ici, c'est sûr que ça va vous intéresser. Alors, dans cette série de vidéos, parce que je pense pas pouvoir tout faire en une seule, on va voir vraiment les bases et les avantages, surtout, de la programmation orientée objet. Alors souvent, mes étudiants me disent, bon, ok, c'est quoi les avantages, pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à apprendre ceci? Je vais vous les expliquer très rapidement. Tout d'abord, quand vous faites de la programmation orientée objet, on va répondre à différentes questions. La première question, c'est comment est-ce qu'on peut mieux structurer notre code et nos fichiers? Eh bien ça, la programmation orientée objet répond à cette question via le concept de classe, qui permettra de regrouper tout ce qui a un même rapport dans une même classe, et vous allez voir comment est-ce qu'on va travailler avec les classes et leurs petits-enfants qui sont les objets. Ensuite, vous avez un aspect sécuritaire. Alors, qu'on soit bien d'accord, tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait de se faire hacker ou pas. C'est pas une question de sécurité informatique au sens où on entend habituellement. C'est une sécurité de votre code. L'idée de la programmation orientée objet, c'est de vous aider à mieux vous organiser et surtout à mieux travailler en équipe notamment, ou même avec vous-même presque. Donc l'idée, quand on parle de sécurité du code, avec notamment la notion d'encapsulation, c'est pas du tout une question de hack et de sécurité informatique, c'est une question d'être sûr qu'on ne met pas n'importe quoi dans n'importe quelle variable, et on va pouvoir protéger comme ça l'intégrité, la cohérence du code de notre application. Ensuite, vous allez avoir un avantage au niveau de la réutilisation du code, grâce à la notion d'héritage. La plupart du temps, quand on entend classe, encapsulation, héritage, polymorphisme, ce sont des mots un peu barbares, on ne sait pas trop quoi mettre dessus. Moi, je vous donne ici les avantages humains que ça a. C'est que sur un projet, vous allez gagner du temps, parce qu'il y a du code que vous allez pouvoir réutiliser grâce à l'héritage plus facilement. On verra bien sûr comment est-ce que ça s'organise réellement. Et ensuite, bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir plus de contrôle sur le développement que vos collègues vont apporter à votre projet, ou que même vous-même plus tard apporterez à votre projet. Vous allez pouvoir contrôler le fait qu'on vous donne bien les bonnes choses et au bon moment. Ça, c'est notamment grâce aux classes abstraites et aux interfaces. Et alors, le boss de fin, comme je le dis, c'est la notion d'abstraction et de polymorphisme. Tout ça, vous allez l'apprendre petit à petit avec moi, et il n'est pas exclu qu'on se fasse même un projet entier basé sur tout ce qu'on va apprendre dans les petites vidéos que je vais vous faire sur ce sujet. Alors maintenant que l'introduction est faite, on va pouvoir partir sur les bases de la programmation orientée objet. Et de toute manière, même si dans cette première vidéo on va pas couvrir tous ces chapitres, on reprendra dans d'autres vidéos en fonction de où est-ce qu'on s'est arrêté, quelque part par là. Pour cette session, on va travailler en PHP. Alors, on aurait pu travailler en TypeScript aussi, c'est un langage que j'aime beaucoup, mais je voulais perdre personne, et surtout, c'est avant tout dédié à mes étudiants avec qui on fait pas de TypeScript, on fait du PHP. Donc, partons là-dessus. Je vais me créer ici un premier fichier que je vais appeler introduction.php, tout simplement. Dedans, je vais me créer mes petites balises PHP, hop, je vais zoomer pour que vous voyez bien, et je vais dans mon terminal ici, n'oubliez pas, pour ouvrir le terminal, c'est CTRL et U avec accent. Ici, je vais lancer un serveur interne à PHP pour qu'on puisse voir sur le navigateur ce fichier-là. Donc je vais faire ici php-s avec un S majuscule, et je vais lancer ça sur localhost 2.8000. Ok, je vais envoyer ça. Et si maintenant je fais CTRL-clic sur HTTP localhost 8000, eh bien je vais arriver sur mon serveur ici. Et on voit qu'il n'y a rien sur le serveur en soi, mais on va pouvoir ici aller sur introduction.php. Et là vous avez mon fichier PHP, sublime. Donc dans ce fichier PHP, je vais imaginer un programme à la con avec vous, essayez de le reprendre de votre côté, en même temps vous mettez pause, vous suivez ce que j'écris, et vous allez voir à quel moment est-ce que la programmation orientée objet va nous aider à faire différentes choses. Commençons par faire un programme où on va devoir gérer deux employés, d'accord? Un employé c'est quoi? C'est un nom, donc je vais avoir le nom, qui est par exemple Chamla, ici. Je vais avoir un prénom, qui est Lior, et je vais avoir son âge, qui est ici 32, sublime. Je vais aussi me créer ici, bizarrement, du coup, nom 2, qui est Pernin. Ici, prénom 2. Je vais enlever ici le débugage, ici, qui est Magali. Et je vais me faire ici un âge 2, qui est 32. Voilà. Donc là, c'est super cool, on a nos variables, on peut travailler sur nos employés. Alors nos employés, ils ont notamment une méthode qui consiste à se présenter. Ok? Donc cette méthode, elle s'appelle ici, donc on va faire une fonction qui s'appelle présentation. Ok? Et qui va vouloir du coup présenter un des employés. Donc pour présenter un employé, il faut
qu'on nous passe son nom, son prénom et son âge. Ok, très bien. Ce que fait cette fonction, c'est qu'elle va faire tout simplement un var_dump, elle va s'exprimer et elle va dire « Bonjour, je suis », et ici on va mettre le prénom, un espace et ici on va mettre son nom, et j'ai, et ici on va mettre son âge, j'ai 32 ans par exemple. Sublime. Faisons un test de tout ce bordel, et ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est donc, hop, dire, on veut appeler la fonction présentation dans un premier temps, en lui passant le nom du premier employé, le prénom du premier employé, et l'âge du premier employé. Et je vais faire exactement la même chose, en lui passant le nom du deuxième employé, le prénom du deuxième employé, et l'âge du deuxième employé. Je vais sauvegarder, et je vais aller actualiser ma page, et on va bien voir qu'est-ce que ça donne, le fait d'appeler présentation de cette façon-là. Je vais appeler, et là, je vois bien mon var_dump du premier employé, et le var_dump du deuxième employé. Sublime, tout marche comme on veut. Alors, qu'est-ce que je vois comme problématique ici, déjà? Bien, je vois que là, je ne gère que 2 employés, c'est pas particulièrement problématique, ça pourrait l'être si j'avais 30 employés à gérer. Vous me direz, il y a des façons de le gérer différemment, en faisant un tableau, ce genre de choses, mais malgré tout, c'est déjà pas terrible ici, parce que si j'ai 30 employés, j'ai 30 fois 3 variables. C'est quand même particulier d'avoir 90 variables dans un même fichier pour gérer finalement 30 employés. Ok. D'autre part, ce qui est chiant ici, c'est que quand j'appelle la fonction présentation, je dois absolument lui passer le nom, le prénom et l'âge de l'employé que je veux présenter. Et je ne parle pas du fait que ça peut apporter des erreurs. Parce que ici, imaginez que sans faire exprès, je me sois trompé et j'ai passé le nom du deuxième, mais le prénom du premier, j'ai oublié d'écrire le 2, et l'âge du deuxième, toujours pareil. Ben là, en fait, vous allez vous retrouver avec un var_dump qui dit « Je suis Lior Pernin et j'ai 32 ans », et ça, du coup, c'est pas du tout bon. Donc, ici, on n'est pas à l'abri de faire une erreur avec cette fonction présentation, et surtout, on se trimballe des dizaines de variables qui nous servent à rien. Donc on arrive très vite à des codes surchargés, des codes surfaits même, on dirait, c'est vraiment incroyable, vous avez des fichiers avec énormément de variables, énormément de fonctions partout, et c'est imbitable. Ce qu'on peut faire pour éviter ça, et ça sera le premier avantage de la programmation orientée objet, la structuration du code via un outil qui s'appelle les classes. Alors une classe, c'est quoi? C'est tout simplement une représentation de quelque chose. Une classe, ça représente quelque chose. Alors ici, moi j'aimerais qu'on ait une sorte de représentation de qu'est-ce que c'est qu'un employé. D'accord? Pour ce faire, je vais utiliser le mot-clé classe et je vais l'appeler employé. Et je vais définir qu'est-ce que c'est qu'un employé. Alors, un employé, vous venez de le voir, un employé, ça a 3 propriétés. Ça a la propriété nom, ça a la propriété prénom et ça a la propriété âge. Mais un employé, ça a aussi une fonction qui lui permet de se présenter. Function, présentation, et on va voir ensuite qu'est-ce qu'elle fait cette fonction. Alors pour l'instant, vous voyez déjà que mon éditeur fait la gueule parce que y a des petits problèmes. Quand on crée une classe, on va effectivement lister les propriétés de ce qu'on veut représenter. Donc par exemple, si je veux représenter, je sais pas moi, un écran, les propriétés, ça va être la largeur, la hauteur, la définition, les couleurs, enfin différentes propriétés. Et on veut aussi lister les comportements de ce qu'on est en train de représenter. Donc encore une fois, pour l'écran, ça serait un comportement affiché, allumer, éteindre, d'accord? Tout ça, ce sont des comportements qui représentent un écran. Pour l'employé, ici, les propriétés, les données, ce sont son nom, son prénom et son âge, et les comportements, c'est le fait de se présenter, de dire bonjour, je suis Lior Shamla et j'ai 32 ans, ok? Le problème, c'est que ici, en PHP, en tout cas, dans d'autres langages, ça peut se faire différemment, il faut absolument qu'on donne un modificateur, et j'y reviendrai dans une vidéo après, ou même dans cette même vidéo, mais pas tout de suite. Il faut donner un modificateur à toutes ces propriétés et ces méthodes. Et ce qu'on va pouvoir faire ici, sans se poser de questions, c'est quelque chose qu'on verra plus tard, ok? Si vous ne comprenez pas la programmation orientée objet, commencez pas à vous rendre les choses difficiles. Ici, on va tout simplement écrire le mot public, et vous le prenez tel quel, et je vous expliquerai bien sûr après qu'est-ce que ça explique et qu'est-ce que ça veut dire. Les fonctions n'ont pas besoin d'avoir un modificateur, dans le sens où par défaut elles sont publiques, mais c'est toujours bien de le notifier directement. Alors c'est un peu bizarre, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que quand on voit un employé, eh ben, son nom est public, son prénom est public, son âge est public, on a donc le droit de toucher à ces variables. Et le fait qu'il se présente, c'est public. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais je vous répète, ne vous rendez pas la tâche difficile. Écrivez-le, sans même le comprendre, c'est pas grave. Dites-vous que c'est comme ça qu'on fait. Donc, la fonction présentation d'un employé. Il faudrait qu'elle fasse comme l'autre, c'est-à-dire qu'elle prenne un nom, un prénom et un âge, et qu'elle fasse le fameux var_dump qu'on voit là. Donc on va prendre le var_dump et on va le mettre ici. Ok. Alors, ici, ça va me permettre de faire quoi? Maintenant que j'ai représenté qu'est-ce qu'était un employé, plutôt que de créer ici
3 variables, ce que je peux faire, c'est me créer simplement 2 variables. Ok? Je vais supprimer ces 3 variables-là, et la fonction présentation, je n'en ai plus besoin non plus, puisqu'elle est déjà représentée dans la classe employé. Je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des objets. La classe est une représentation de ce qu'est un employé, mais c'est pas un employé, d'accord? La classe dit, voilà, un employé, c'est ça. Mais d'accord, mais moi, je suis un employé bien particulier, d'accord? Je suis Lior Shamla particulier. Donc la classe, c'est une représentation. Qu'est-ce que c'est un employé? Alors que l'objet, ben, c'est un véritable employé, d'accord? Donc pour créer un objet ici, je vais tout simplement dire ici, voilà, j'ai un employé, 1, eh bien c'est un nouvel objet issu de la classe employé. Ici, le mot-clé new veut simplement dire que je vais prendre cette représentation qui vole dans les airs, d'accord, qui est une idée, qu'est-ce que c'est qu'un employé? Je vais prendre cette représentation et je vais créer un véritable objet, quelque chose de vrai. Un employé 1, c'est un nouvel employé. Un objet, comme vous voyez ici, la variable employé 1, on appelle ça une instance de la classe employé. C'est-à-dire la classe employé est une idée, mais là, dans nos mains, nous avons une instance, quelque chose de réel de cette idée-là. Ok? Et c'est pour ça qu'on dit new employé. En français, on lit que $employé 1, la variable employé 1, contient une nouvelle instance de la classe employé. Tout simplement. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Si maintenant j'ai envie de dire que cet employé 1, il s'appelle Lior Shamla et il a 32 ans, eh bien je peux accéder aux informations nom, prénom et âge qui se trouvent dans l'employé 1. L'employé 1 est une instance de l'employé, et il possède donc l'ensemble des données et des comportements de ce que la classe employé prévoit. Donc ici, je peux tout simplement dire que l'employé 1 a pour prénom Lior. Et vous avez remarqué, l'opérateur pour accéder au prénom de l'employé, c'est la flèche. En JavaScript, c'est le point. En Java, c'est le point. En C#, c'est le point. En PHP, on se fait un peu chier, on a la flèche. Et ça, c'est un vieil héritage qui nous vient des structures et des pointeurs, etc. dans des langages bien inférieurs. Ok, maintenant, ici, quand je dis inférieur, c'est pas pour me moquer, c'est pour dire bien antérieur, voilà, si vous préférez. Donc ici, je vais continuer à dire que son nom, c'est Shamla, et son âge, donc employé 1, son âge, c'est, hop, 32. Ok. Et je peux me créer, du coup, un deuxième employé. Je peux me dire ici, employé 2, c'est un nouvel employé. Et donc, je vais lui donner l'ensemble de ses propriétés. Donc, employé 2, son prénom, c'est Magali. Hop. Son nom, donc employé 2, son nom, c'est Pernin. Ok, sublime. Et son âge, employé 2, son âge, pardon, c'est 32. Sublime. Alors maintenant, ici, il n'est plus question d'appeler la fonction présentation, puisqu'elle n'existe plus. Par contre, ce qui existe, c'est au sein de chaque employé, une fonction qui s'appelle présentation. Ça, c'est vrai. Et c'est là où on va commencer à vraiment remarquer les véritables avantages. Ici, je vois que présentation, c'est une fonction qui doit me montrer un nom, un prénom et un âge. C'est-à-dire qu'il faut lui envoyer ces informations. Essayons-le avec l'employé numéro 1. Je vais appeler ici ma fonction présentation, et je vais lui envoyer tout d'abord le nom de l'employé 1. Donc toujours pareil, quand je veux accéder au nom de l'employé 1, je vais dire ici employé, flèche nom. Quand je veux le prénom, je vais dire employé 1, flèche prénom. Et quand je veux l'âge, je vais dire employé 1, flèche âge. Et rappelez-vous ce que je vous disais, la fonction présentation n'existe plus. Ce qui existe, c'est une fonction à l'intérieur d'un employé qui s'appelle présentation. Donc ce que je vais faire, c'est que cette fonction, si je veux l'appeler, il faut que je passe par un de mes employés, soit le 1, soit le 2. Ok. Donc là, je vais aller actualiser, et théoriquement, ce que je devrais voir, c'est la présentation de l'employé 1, c'est-à-dire Lior Shamla qui a 32 ans. Faisons un test. C'est bien le cas. Ça fonctionne. Mais là, jusque-là, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi? L'avantage de créer une fonction au sein d'un objet, au sein d'une classe, on appelle ça d'ailleurs une méthode et non plus une fonction, même si, vous avez vu, c'est une fonction. Mais pour ne pas s'embrouiller l'esprit, on appelle fonction une fonction qui est à l'extérieur d'une classe, qui s'appelle comme on le veut, et une fonction qui par contre nécessite que l'on passe par un objet pour l'appeler, on appelle ça une méthode de l'objet, d'accord? Donc présentation, ici on appelle ça une méthode. Alors que ces variables, ici, on appelle d'ailleurs pas ça des variables, on appelle ça des
propriétés de l'objet, d'accord? Pourtant, ce sont des variables, mais on appelle ça des propriétés. Une variable, c'est une variable qui existe sans passer par un objet. Une propriété, c'est une propriété qui est dans un objet. Et une fonction, c'est une fonction qui existe en dehors d'un objet. On peut l'appeler comme on veut, alors qu'une méthode, c'est aussi une fonction. Hein. Techniquement, c'est la même chose, sauf qu'on est obligé de passer par l'objet pour l'appeler. Et donc, ici, je disais, l'avantage de cette classe, c'est que au sein des fonctions qui existent dans la classe, nous avons accès aux propriétés de la classe. C'est-à-dire qu'en fait, ici, plutôt que de dire que j'ai besoin qu'on me donne un nom, qu'on me donne un prénom et qu'on me donne un âge, je vais dire, moi j'ai besoin qu'on me donne rien du tout. J'ai pas besoin de vous. Si j'ai besoin de dire comment je m'appelle, je le sais. D'accord? C'est écrit ici. Alors par contre, ici, faites attention à quelque chose. $prénom n'existe pas. Même si vous avez l'impression qu'il existe, parce qu'il y a écrit ici public $prénom, au sein de ma fonction présentation, $prénom n'existe pas. Ok. Ce qui existe, c'est le prénom de l'employé, le prénom de l'objet. Donc moi, en tant qu'employé 1, j'ai effectivement un prénom. Ok. Alors, quand on est à l'intérieur d'une fonction qui elle-même est dans un objet, pour faire référence au nom de l'objet, on utilise à une variable qui est dans l'objet, on utilise la variable this et on appelle ensuite la variable qui nous intéresse. This, ça représente l'objet, ceci. Donc je veux le prénom de ceci. Je veux aussi le nom de ceci. Et je veux aussi l'âge de ceci. Ok? Les objets, c'est comme les faceless dans Game of Thrones, d'accord? Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de prénom, ils s'appellent eux-mêmes celui-ci, d'accord? Donc là, c'est pareil, dans la présentation, je dis « Bonjour, je suis le prénom de ceci, le nom de ceci. » Et ceci, ici, this, représente l'objet dans lequel on se trouve. Donc quand je vais appeler la fonction présentation sur l'employé 1, dites-vous que this représente en réalité l'employé 1. D'accord? L'avantage, c'est qu'ici, quand j'appelle la fonction présentation, je n'ai pas besoin de lui passer d'informations supplémentaires. Il a en lui-même l'objet employé, là, ici, la classe employé possède en elle-même tout ce qu'il lui faut pour que cette fonction marche. Donc je vais sauvegarder et je vais actualiser. Et vous voyez que ça donne exactement le même résultat. Donc ici, on est sur une question de structuration du code. C'est-à-dire plutôt que de se traîner 3 variables par personne, on se traîne une seule variable qui est employé 1 ou employé 2, d'accord? On n'a plus prénom, âge et nom. On les a, bien sûr, hein, on les a ici, on le voit qu'on les a, mais disons que ce ne sont pas des variables différentes. Maintenant, quand je veux manipuler un employé, toutes les infos de l'employé se trouvent dans $employé, et elles sont bel et bien structurées proprement. Ça, c'est un véritable avantage en termes de structuration. Alors, autre chose, vous pouvez vous dire, ben, c'est bien sympa ton histoire, mais quand même, on a plus de lignes maintenant que ce qu'on en avait avant. Alors, d'une part, ça peut être vrai, mais c'est pas forcément le cas. D'autre part, ici, en fait, on pourrait fortement se faciliter la tâche. Quand on sait que notre employé doit toujours avoir un prénom, un nom et un âge, eh bien, ce que l'on peut faire, c'est que on peut décider de comment un objet issu de la classe employé peut être construit. Vous vous rappelez, la classe, c'est la représentation de ce que c'est un employé, c'est une idée. C'est voilà, un employé, c'est ceci et c'est cela. L'objet, c'est un véritable employé. Donc c'est une instance de la représentation, c'est une instance de la classe. D'accord? Donc ce qu'on peut décider, c'est de se dire, ben, moi quand je crée un véritable employé, j'aimerais lui donner directement les valeurs de son prénom, de son nom et de son âge. Et ça, c'est tout à fait possible, c'est la notion de constructeur. Ici, dans la classe employé, on peut définir comment est-ce qu'on va construire, quel est le comportement que doit avoir un employé au moment de sa naissance, au moment où on construit une variable de type employé. Ben pour faire ça, il me suffit de déclarer une fonction qui est un peu spéciale, donc public function, et cette fonction en PHP a un nom particulier, c'est underscore construct. Alors ça c'est PHP, parce qu'en JavaScript par exemple, ou en TypeScript, ça serait simplement constructor. Dans d'autres langages, comme par exemple en Java, il me semble qu'il suffit de créer une fonction, et en C++, je crois que c'est le cas aussi, il suffit de créer une fonction qui a le même nom que la classe. Alors ce que vous devez comprendre maintenant aussi, c'est que ben, ce fameux constructeur là, cette fameuse fonction construct, elle sera appelée à chaque fois qu'on dira new employé. La preuve, je vais vous mettre ici un var_dump, hop, qui va dire ici je suis construit.
Et théoriquement, vu qu'on appelle 2 fois new employé, eh bien on devrait voir 2 fois je suis construit. On teste. On voit bien ici, je suis construit et je suis construit. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on a appelé new employé, eh bien c'est bel et bien le constructeur qui a été appelé. Et l'avantage, c'est qu'on peut tout à fait demander à ce que le constructeur reçoive des paramètres. On fait le test, je vais dire ici, le constructeur doit recevoir tout d'abord un prénom, ensuite un nom, et ensuite un âge. Ok. Et qu'est-ce qu'il va en faire de ces informations qu'on va lui envoyer? Eh bien ce qu'il va en faire la plupart du temps, c'est qu'il va s'en servir pour renseigner son nom, son prénom et son âge. Eh bien ici, on va le faire comme ça, on va dire, le nom de cet objet, le nom de ceci, le nom de Zis du coup, doit être égal au nom qu'on m'a envoyé. Le prénom de Zis, le prénom de ceci, doit être égal au prénom qu'on m'a envoyé. Et l'âge de Zis doit être égal à l'âge qu'on m'a envoyé. Et du coup, je peux même enlever ce vardump. L'avantage ici, c'est que quand je construis ici, vous avez vu déjà, il n'est pas content. Il me dit, hé, si tu veux construire un employé en bonne et due forme, il faut lui passer 3 arguments, d'accord? Ben, très bien, je vais lui passer en tout premier lieu le prénom que je veux qu'il ait, le nom que je veux qu'il ait, et l'âge que je souhaite qu'il ait aussi. Et là, du coup, je n'ai plus besoin de ces 3 lignes. Boum! Pareil pour le deuxième employé. Le prénom en premier, le nom en deuxième, et l'âge que je veux qu'il ait ici. Sublime. Et donc ici, désormais, vous avez vu que mon code en lui-même est devenu beaucoup plus clair que, au départ, mes 2 fois 3 variables, ma fonction de présentation à qui il fallait envoyer beaucoup de choses pour qu'elle puisse marcher. Là, maintenant, c'est très simple. Je veux un employé, je le crée. Je lui donne ses informations, et quand j'ai besoin qu'il se présente, j'appelle la fonction présentation. Je vais donc rappeler ce code, et je vois que tout fonctionne toujours. Et voilà donc cette toute première introduction à la programmation orientée objet, avec notamment la notion des classes, qui, rappelez-vous, ne sont que des représentations, ce ne sont pas des choses qu'on utilise telles quelles, ce sont des représentations, et la notion d'objet, avec les objets ici $employé, qui eux sont les véritables employés. Donc la classe employé représente ce qu'est un employé avec ses données et ses comportements. Voilà, un employé, c'est un nom, c'est un prénom, c'est un âge, et son comportement, c'est de pouvoir se présenter, mais on peut en mettre d'autres. Et ensuite, $employé1 et $employé2 sont des instances de cette classe, ce sont de véritables employés à qui vont vraiment, pour le coup, devoir avoir un nom, un prénom, un âge, et sur lesquels on pourra appeler la possibilité qu'ils se présentent, et ça va fonctionner. L'avantage, c'est que ça nous permet de définir une bonne fois pour toutes qu'est-ce que c'est qu'un employé. Ça nous permet de ne pas nous traîner des dizaines de variables à chaque fois, mais simplement une variable pour un employé et non pas 3 variables pour un employé. Et ça nous permet surtout d'avoir une méthode qui s'appelle présentation, à qui on n'est plus obligé d'envoyer les informations à présenter, notamment avec la possibilité de faire une erreur en plus dans les informations qu'on lui envoie, mais directement d'appeler la fonction présentation sur un employé sans rien lui donner, et elle marche toujours de la même façon. Donc c'est vraiment épique. Encore une fois, cette série est amenée à grandir, et bien sûr je vais ramener d'autres notions, comme je vous l'ai montré dans le sommaire ici. Ici on a parlé de la meilleure structuration du code grâce aux classes et aux objets. La prochaine fois on parlera de la sécurité du code, grâce notamment à la logique d'encapsulation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, toujours gratuit, qui fait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être sûr de ne rater aucune autre des prochaines vidéos, et notamment dans cette série. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, moi je me ferai un plaisir de répondre le plus souvent possible. Et bien sûr, d'ici à la prochaine vidéo de ce grand tutoriel sur la PO, ou à ce qu'on se croise dans la vie réelle, n'oubliez pas, développez-vous bien.